C'est l'heure du journal sur Eden TV. Voici les titres de cette session d'information. Les murs de l'ambassade française badigeonnés ce matin au mouvement non au franc CFA. La croisade fait rage contre le franc CFA au Bénin. Le président du patronat béninois Sébastien Germain Adjavon a rompu le silence ce week-end. Cette sortie médiatique a suscité une analyse de la rédaction. Et puis au Cameroun, le journaliste correspondant de Radio France Internationale en langue haoussa visé par les attaques du groupe nigérian djihadiste Boko Haram sera fixé sur son sort ce 20 avril 2017. Bonsoir à toutes et à tous. La contestation de la monnaie franc CFA prend de l'ampleur. Ce mercredi matin, les murs de l'ambassade française, sinon une façade, a été badigeonnée en rouge. On pouvait y lire non au franc CFA. Un constat fait par Fréjus Serlan et Damien Pedro. Mercredi 19 avril 2017, 9h45, la scène est inédite. Sur le mur principal de l'ambassade de France au Bénin, à quelques mètres de la présidence, il est inscrit en rouge « Non, franc CFA ». Un acte de vandalisme qui témoigne du durcissement des différents mouvements engagés dans la lutte contre la monnaie commune des anciennes colonies d'Afrique, le franc CFA. Une monnaie jugée néocoloniale et qui participerait au sous-développement des pays qui l'utilisent. L'ambassade de France, elle, n'a pas tardé à nettoyer l'affront dans les plus brefs instants. Le principal mouvement non au franc CFA a, lui, très tôt déclaré sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas mêlé à cet acte de vandalisme. Ouverture ce mercredi à la préfecture de Cotonou de la 4e conférence administrative départementale CAD de l'Atlantique et du littoral pour le compte de l'année 2017. La CAD est composée des directeurs départementaux et chefs services des structures déconcentrées de l'État des 2 départements. Elle a pour objectif d'accompagner le préfet dans sa mission. L'état des lieux du système sanitaire dans le littoral était au cœur de cette rencontre. On écoute les 2 préfets. La conférence administrative départementale, faudrait-il encore le rappeler, est le gouvernement du département. Je voudrais utiliser les mots forts pour que chacun de nous comprenne l'utilité de sa présence au sein de cette instance. Un peu comme le chef de l'État a ses ministres, le préfet détenteur et dépositaire du pouvoir central a son gouvernement aussi au niveau départemental que nous appelons la conférence administrative départementale. Je voudrais inviter les membres de la CAD à beaucoup plus prendre conscience de leur rôle politique dans l'exercice de leurs fonctions. Nous devons, après un an, nous serrer les coudes pour aller plus vite, parce que nous voulons aller plus loin. Notre raison d'être, vous le savez, c'est le bien-être des populations. Nous devons donc, ensemble, en équipe, donc regardant dans la même direction, nous devons accompagner et mieux que par le passé, accompagner les communes, les maires, pour que donc nous puissions relever ce défi-là, le bien-être des populations. Sébastien Adjavon, le roi de la volaille, arrivé 3e à l'élection présidentielle, a rompu le silence ce week-end à travers un entretien accordé à quelques journalistes. C'est sa première sortie après les affaires de cocaïne qui l'ont accablé. Un peu critique à l'endroit du gouvernement, il s'est désolidarisé de ses proches au sein de l'exécutif et dit porter désormais le manteau d'homme politique. Quelle analyse peut-on faire sur le fond et la forme de sa sortie? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serlan et de Fréjus Fiorci.
Dimanche 16 avril 2017, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sébastien Germain Adiavon, le président de patronat, a rompu le silence. C'est d'abord sur un site d'information en ligne que la vidéo est diffusée. Elle fait un carton. En moins de 24 heures, plus de 16 000 vues et autant de partages. Ce n'est que quelques heures plus tard que l'entretien passera sur les chaînes de radio et de télévision. Un succès quelque peu entaché par la forme de l'entretien, notamment le profil des journalistes. Sur les trois, deux sont ses employés, c'est-à-dire il y a le directeur de Radio Soleil et le directeur de la télévision et Sika TV qui sont des médias qui lui appartiennent. Mais c'est un choix de communication. C'est vrai que sur ce choix, on pourrait avoir dit, moi personnellement à sa place, j'aurais peut-être choisi des journalistes beaucoup plus neutres. On peut l'accuser de faire un monologue, mais si il y avait un autre journaliste, je ne suis pas sûr que les questions qu'ils auraient à poser seraient trop différentes des questions que les journalistes qu'on accuse d'être trop proches de lui ont posées. Bon, ils ont eu le cran, ils ont posé des questions qu'ils devaient poser, même si parfois ils ont adouci les choses, et c'est comme ça. Après le feuilleton de l'affaire dite de trafic de cocaïne dans laquelle il a été blanchi par la justice, mais qui a scellé son divorce avec Patrice Talon, cette sortie devrait être l'occasion pour Sébastien Germain Adiavon de s'expliquer. Mais pour Marcel Zoumenou, le timing n'était pas le bon. Vous savez que depuis quelques jours, on est dans un contexte médiatique où le chef de l'État est venu parler presque 3 fois. Et en dehors de ça, il y a eu cette affaire de démission de son ministre de la Défense. Et donc, le contexte médiatique était un peu flou, était un peu confus. Et donc, pour moi, il devait attendre un peu que la calmie revienne pour que sa parole puisse être mieux écoutée. Et je crois qu'il devait même attendre que le chef d'État se prononce sur RFI sur l'affaire cocaïne, puisque c'est la première fois que le chef de l'État lui-même se prononçait sur l'affaire, et pour qu'il puisse avoir les moyens pour répondre. Si, sur la forme et sur le timing, cette sortie de Sébastien Adiavon fait polémique, le fond semble être bien riche pour certains acteurs économiques de la société civile et des médias. Adiavon a fait une sortie, il a clarifié sa position. Il a dit au vu et au su du monde entier quel est son rôle désormais au sein de la politique béninoise. Donc il se déclare opposant. Il est normal qu'il se présente comme acteur politique et non acteur économique. C'est pour vous dire que le fait qu'il est sorti pour nous dire ça, d'abord, il a montré à la population qu'il est de bonne foi. Il s'est mis dans une posture d'un futur candidat à une élection présidentielle. Et là je peux dire que c'est trop tôt de dire ces choses. Il a poussé un peu le taux de l'égoïsme un peu trop loin en disant moi, il y a beaucoup de... Mais sur le fond, Sébastien Adiavon a dit beaucoup de choses, il a fait des révélations. Et pour nous autres journalistes, nous devons nous saisir de ces révélations pour faire des enquêtes. Il a dit plein de choses. Et moi, jusque-là, j'ai été surpris que aucun membre du gouvernement, aucun ministre, aucun porte-parole du gouvernement n'est venu pour le contredire sur beaucoup de choses. Il a parlé par exemple de l'affaire de 40 milliards soutirés des DAT de la Caisse nationale de sécurité sociale pour financer les emprunts obligataires. Au regard de ces éléments, la réplique du gouvernement Talon, qui semble être décidé à faire autrement la politique, ne tardera peut-être pas. Présent sur divers médias nationaux et internationaux depuis quelques jours, le chef du gouvernement a, semble-t-il, modifié quelque peu son plan de communication. La normocommunication présidentielle est-elle désormais du passé? Pourquoi ce changement? Et qu'en disent les citoyens? Réponse dans ce reportage de Fréjus Serroin. Radio France Internationale, France 24, Voz Africa, après les médias nationaux, le président de la République, Patrice Talon, n'a visiblement ménagé aucun effort pour imposer sa présence sur les chaînes internationales. Au cœur des échanges, le rejet du projet de la révision de la Constitution, réforme phare de son quinquennat, stoppé par le Parlement. Un résultat que le chef de l'État impute entre autres à la désinformation et à l'intoxication entretenue selon lui sur certains médias. Patrice Talon quitte ainsi son silence habituel. Les citoyens, quant à eux, se font une idée sur les raisons qui fondent ce passage de la normocommunication à celle qui semble dorénavant lui succéder. Le RFI disait qu'on n'a pas pu faire la révision de la Constitution parce qu'il n'y avait pas eu de communication autour. Donc peut-être il a pensé qu'il serait mieux de faire un peu de la publicité autour de ces actes pour pouvoir se faire voir un peu
et se fait entendre un peu par la population. Bon, sûrement c'est ce qui peut expliquer cela, parce que le fait de rester dans la normale communication fait que la population ne comprend pas en fait ce qu'il fait. Or, il travaille dans l'ombre, mais on n'arrive pas à le suivre. On est passé de la normocommunication à l'hypercommunication, juste parce que d'une manière ou d'une autre, le président n'a peut-être pas supporté ce qui s'est passé et il culpabilise peut-être sa communication, sa stratégie. Et de ce fait-là, ils se sont lancés dans une guerre communicationnelle qui ne dit plus son nom. Comment les citoyens apprécient ce qu'ils appellent l'hypercommunication? Les avis sont partagés. Bon, moi je vois que c'est mieux, parce qu'actuellement on le comprend mieux. Après qu'il ait fait l'interview à l'RTV, j'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont même avec moi et qui étaient contre toutes ces réformes sont revenus dans son camp. Parce qu'on a compris qu'au fait, c'est le fait qu'il ne parlait pas qui fait qu'on croit que tout ce qu'il nous fait est mauvais, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas meilleur communicateur sur les actions gouvernementales que le président lui-même. Ça, c'est clair, à l'écouter et à écouter ses collaborateurs, il n'y a pas meilleur communicateur sur ce qu'il a comme ambition, sur tout ce qui va se faire. Mais de là à se mettre dans une vague de communication, et regardez, en moins de 2 semaines, le nombre de sorties qu'on a eu de notre chef de l'État sur la télévision nationale, les télévisions privées du Bénin, sur la radio française RFI, sur France 24 cette semaine et la semaine dernière. Hier, c'était sur Vox Africa. Je pense que nous sommes en train de passer à une autre ère qui risque de nous plonger dans le passé récent que nous regrettons d'une manière ou d'une autre, où au-delà même de l'hypercommunication, nous risquons d'aller au populisme et les questions de développement vont passer à côté. On ne va plus vraiment se concentrer sur l'essentiel, mais on va travailler à la réélection ou au positionnement du nouveau candidat. Il faut communiquer, certes, mais il ne faut pas aller dans l'excès de communication. L'excès va nuire parce que plus vous communiquez aussi, plus nous serons essoufflés de le suivre et nous n'aurons plus envie d'écouter notre chef. C'est une très bonne idée parce que du fait qu'il fait ça, on le comprend bien, on sait ce qu'il a comme projet, on le comprend mieux que ses collaborateurs, qu'il équilibre ses sorties pour ne pas être comme certains présidents. Je ferai désormais la politique autrement, disait Patrice Talon. Une déclaration qui témoignait sans doute d'une volonté de communiquer autrement. Direction Porto Novo, où les députés ont examiné et adopté ce mardi en séance plénière la proposition de la loi fixant le régime des zones économiques spéciales, une importante loi pour booster l'économie nationale à partir des investisseurs de nos franches. Le point avec Amen Didier Runkwenouji et Romaric Devoché. Cette proposition de loi fixant le régime des zones économiques spéciales a été examinée de fond en comble par les députés réunis en séance plénière. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, et de la commission du plan et de l'équipement que préside Jean-Michel Abimbola, les 5 titres de ce texte de loi ont été passés au peigne fin. La loi sur les zones économiques prévoit quelques conditions d'octroi d'agrément aux investisseurs délivrés par la société d'aménagement de gestion qui sera ainsi créée. La commission a été précise sur l'incitation qu'il faut dans les conditionnalités pour attirer les investisseurs. Le président de la commission, Jean-Michel Abimbola. Nous sommes dans une compétition et on n'attrape pas, disons, des mouches avec du vinaigre. On attrape l'investisseur avec la perspective de grand profit. Et le Bénin doit offrir cette perspective de profit, cette perspective de flexibilité, cette perspective de dérégulation. Donc je voudrais attirer votre attention là-dessus. Sinon, nous allons prendre une loi, ça va nous satisfaire politiquement, mais dans l'efficacité, on n'aura aucun dollar d'investissement, et cela est clair. Des députés ont suggéré que soient mis dans cette nouvelle loi des conditions pour que les entreprises respectent le SMIC dans le traitement salarial. Là-dessus, la commission a tenu à préciser qu'il est important de tenir compte des insuffisances de l'ancienne loi. Donc je voudrais inviter les collègues à comprendre que cette loi n'est pas qu'une loi d'embauche au Bénin. C'est une loi spécifique sur les zones économiques spéciales. Donc ça ne devient pas la loi générique et qui réglemente l'embauche au Bénin. Donc ne faisons pas cette erreur-là. Les collègues ont parlé de manque à gagner. Nous ne pouvons pas parler de manque à gagner au niveau fiscal.
comme je dis, on peut peut-être parler de manque à percevoir, mais même là, nous ne pouvons pas parler de manque à percevoir, parce que si vous ne créez pas des conditions, vous n'aurez aucune entreprise au Bénin, et s'il n'y a pas d'entreprise, je ne sais pas sur qui vous voulez percevoir les aides. Après son examen, le texte de loi soumis au vote a recueilli l'avis favorable des députés à l'unanimité. Le député Jean-Eudes Okoundé, l'un des rapporteurs de cette commission du plan, est le porteur de cette proposition de loi. Nous sommes à côté du Nigeria, où il faut des conditions propices pour que les industriels puissent s'installer et pour l'émergence de l'économie. Ce qui est important dans cette loi, c'est que il y aura plusieurs zones économiques spéciales en fonction des spécificités de chaque zone. C'est un bon coup que nous venons de frapper pour le développement de notre pays. Les députés se retrouvent ce jeudi au Palais des Gouverneurs à Porto Novo pour examiner 3 questions d'actualité et 4 questions orales avec débat, le tout adressé au gouvernement. Et nous restons dans la capitale du Bénin pour constater l'état de délabrement des places publiques. Fréquenter la place Bagnole de Porto Novo plus précisément n'est plus aujourd'hui du goût de nombreux citoyens de cette ville. Ils dénoncent au micro de François Carno Arungbede Rento et de Fréjus Fiossi l'insalubrité qui y règne. Réalisé pour servir de lieu de repos où les populations pouvaient venir prendre de l'air frais, la place Bayonne pour certains et Tofa Premier pour d'autres de Porto Novo végète dans une insalubrité absolue. Sachet d'eau par-ci, tas d'ordures par-là, c'est le visage que présente cette dernière qui porte quand même les noms de 2 personnalités pas des moindres ayant marqué l'histoire de la ville capitale du Bénin. Face à ce constat, les citoyens s'en désolent et indexent la mairie. C'est-à-dire, on dirait même on n'a pas des autorités dans la ville, puisque toutes les places sont vraiment n'importe comment. Ça nous fait honte, parce que c'est un gon qui est là comme le maire de la ville de Porto Novo aujourd'hui. Mais voilà un peu la place, comment il est, sale. Quelle est alors la stratégie mise en place par la mairie de Porto Novo pour le nettoyage de cette place publique? Nous avons dédié à la propreté un service carrément, à part pour s'occuper de la gestion des ordures et de la propreté dans la ville. Donc ce service a un agent qui est permanent sur la place publique et systématiquement passe avec son camion pour ramasser les ordures. Il faut noter, selon le deuxième adjoint au maire, qu'il existe quelques difficultés liées à l'entretien de la place Bayole ou Tofa Premier de Porto Novo. Des difficultés qui résultent de l'incivisme des riverains. Je suis désolé de le dire parce que c'est de l'incivisme pur. Malgré la sensibilisation, malgré qu'il y a des quartiers qui sont identifiés, répartis avec les collecteurs identifiés, connus pour pouvoir passer, sensibiliser pour que les gens s'abonnent. Malgré tout cela, vous faites le nettoyage propre, le lendemain vous passez, vous avez vu que les gens de très loin ont amené des ordures qu'ils ont jetées à ce niveau-là. Face à cet état de choses, citoyens comme autorités lancent des appels. Je les exhorte respectueusement, surtout notre maire Emmanuel Zossou, puisque lui aussi c'est un homme de propreté, il maîtrise bien le cadre dans lequel il est, donc je lui conviens quand même de voir aussi en un clin d'œil pour voir comment il peut gérer la place. J'avais fait appel aux autorités de Porto Novo, mais eux croyaient que c'est la politique. C'est ce qu'ils croient. Ils sont là, tournés. Après, quand tu veux dire la vérité, maintenant ils vont dire que tu es contre ceci, tu es contre cela. C'est dommage. Et la contribution de nos populations, c'est la contribution indispensable. Chaque citoyenne, chaque citoyen de Porto Novo a le devoir de payer l'enlèvement de ces ordures. Comme vous avez payé pour consommer, vous devez payer pour vous débarrasser des ordures. L'entretien d'un espace public ne revient pas seulement qu'aux autorités communales. La population a aussi son rôle à jouer. Et puis, il s'observe sur nos différents axes routiers une dégradation des infrastructures peu favorable à la fluidité de la circulation. Après investigation, Samson Oké, à la tête d'une équipe de la rédaction, se rend compte des causes de ces actes inciviques. Les infrastructures routières à l'épreuve des chauffards. De Carrefour Missé-Sainto à l'échangeur de Godomé, le constat
est amère. Les terre-pleins centraux dégradés, des lampadaires tordus et branlants, des feux de signalisation non fonctionnels et détruits par endroits, des fleurs visant l'embellissement de la voie déracinées. Selon quelques usagers interrogés, cet état de dégradation des routes est dû au non-respect du code de la route et l'incivisme criard de certains usagers. Nous n'avons pas assez de voies. Et l'État arrive avec certains efforts à construire certaines infrastructures routières comme les routes qu'on a et que des citoyens en viennent à les détruire. Je pense que c'est très déplorable. Ce n'est pas admissible. Ce sont des actes d'incivisme notables qu'il faut punir, qu'il faut décourager. Les citoyens, je les appelle à beaucoup plus de civisme, à respecter le bien public et à respecter aussi le code de la route, parce que c'est le non-respect du code de la route qui les amène des fois à détruire ces infrastructures. L'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'utilisation du téléphone mobile au volant et bien d'autres comportements connexes sont à l'origine de plusieurs accidents de circulation qui, à leur tour, impactent de façon dommageable les infrastructures routières. Les auteurs de ces actes restent parfois impunis, quand bien même des tests existent pour exiger de ces derniers la réparation de leurs actes. Il faut sanctionner, parce que souvent quand on apprend que ces conducteurs de camions, ce sont des gens qui ont de bras longs, qui ont des gens dans l'administration, et quand ils arrivent à détruire ces infrastructures-là, ces actes restent impunis. Donc il faut les punir pour que peut-être ceux-là qui ont ces intentions de détruire les voies à dessein, parce qu'il y a certains qui le font à dessein aussi, qu'ils arrivent à être punis gravement même. Il faudrait que l'État met un comité en place pour pouvoir surveiller ce genre de trucs-là. Même si quelqu'un a cassé un poteau, bien si quelqu'un a détruit ce qui appartient à tout le monde, il faudrait que il en demande, c'est-à-dire il paye. Au-delà de ces comportements peu citoyens observés, l'on peut s'interroger sur la qualité du matériel utilisé pour la construction de ces infrastructures publiques, pourtant réalisées à coût de plusieurs centaines de millions. Rappelons que toutes nos tentatives initiées pour rencontrer les autorités en charge des infrastructures au Bénin ont été vaines. Et puis hors de nos frontières, le journaliste correspondant en langue haoussa dans le nord du Cameroun sera fixé sur son sort le 20 avril, date à laquelle son affaire a été mise en délibéré. Lors de l'audience de jeudi, le commissaire du gouvernement, représentant du parquet, est allé jusqu'à réclamer la peine de mort alors que la loi ne prévoit pas de réquisition de peine avant une éventuelle reconnaissance de culpabilité, a annoncé vendredi la radio française dans un communiqué. Le réseau des défenseurs des droits en Afrique centrale réclame sa libération pure et simple et l'abandon de toutes les poursuites judiciaires. Suivez plutôt. J'étais confiante en me disant il va sortir. Je lui ai même dit nous sommes dehors, ne t'en fais pas, il n'y a pas grand chose. C'est un jeune qui est tout à fait perdu. Il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il parle avec vous, vous sentez qu'il est ailleurs, il se dit mais mon Dieu, pourquoi moi? Et si vous n'avez pas si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas ne pas fondre en larmes. Nous réclamons non seulement la libération pure et simple, mais l'abandon de toutes les poursuites judiciaires parce que le dossier n'a rien. Et la réparation parce qu'il a subi les tortures à la DGR pendant plus d'un mois. Il a été torturé, tout le monde le sait, avec des blessures. Il est traumatisé, il a un traumatisme psychologique. De quoi qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? C'est d'autant plus qu'il parle en langue haoussa. Il faut bien que les faits de son inculpation soient établis. Il s'agit là d'un cas flagrant d'atteinte à la dignité personnelle. Un cas de torture pratiquement parce que le gars est pratiquement défiguré. On ne peut plus le reconnaître. Il est méconnaissable. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.